Parfois, l'art peut tenir même dans une boîte de sardines. Et ça ne l'empêche pas de raconter tout ce qui fait bouger le monde. Je pense que se consacrer à quelque chose qui a l'air petit et sans importance, c'est ce qui fascine les gens. On peut se perdre un peu dans ces mondes que je construis. D'autres artistes font eux aussi construire. Ils travaillent en collectif avec des micro-organismes, des bactéries. Oui, c'est ce que font mes millions de petits assistants. Ils font pratiquement tout le travail pour moi. Je suis un peu comme un gardien de zoo, je les garde en vie, je les dompte un peu afin qu'ils continuent à se nourrir des diapos que je leur jette en pâture. Et certains vont dans la rue avec leurs petites figurines. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée d'une flaque d'eau qui peut devenir un océan. Une petite plante peut devenir une forêt. À cette échelle, il y a des choses qui surgissent de la ville. Des piles de livres, de sombres couloirs, des choses étranges. Qu'est-ce qui se passe ici? Et qui a mis un poulpe dans la baignoire? Salut, je m'appelle Katharina, je suis artiste miniaturiste. Récemment, j'ai acheté cette vieille valise au marché aux puces pour 5 € et je vais construire quelque chose dedans. Chaise par chaise, pièce par pièce, Katharina Raab transforme la valise en une inquiétante villa en miniature. Je travaille sur cette valise et la valise, ça symbolise aussi le voyage, le départ et le changement. J'aime pas du tout voyager, mais je pense qu'avec la valise, je pars en voyage dans ma tête, dans mon imagination. Et j'invite les gens qui la regardent à voyager à travers mon imagination, d'une certaine façon. Pour moi, le sens de ce monde miniature, c'est que je peux concrétiser et rendre visible ce qui se passe dans ma tête et ce que produit mon imagination. Ça veut dire que je peux créer des mondes presque infinis et raconter des histoires dans de tout petits espaces. Le cachot sous les escaliers, on peut y enfermer aussi les gens pénibles, il n'y a pas de problème. Ils sont des centaines de milliers à suivre son art minuscule avec enthousiasme. Ils le likent et le partagent autant qu'ils peuvent, mais expriment parfois aussi des critiques. Oui, quelquefois je reçois des commentaires qui me demandent de séparer l'art et la politique. Je trouve ça très drôle parce que pour moi, l'art apolitique, ça n'existe pas. Un fasciste aux cheveux orange avec des fantasmes de toute puissance qui serait risible s'il n'était pas aussi dangereux, redevient officiellement président des États-Unis. Pour parler de la situation mondiale actuelle, je voudrais citer l'un de mes auteurs favoris, Eric Kästner. Qui peut s'opposer au train, ces monstres grondants? Peut-être les petites fleurs qui poussent entre les rails? Si inquiétant que soit ce monde, je crois fermement que notre amour est beaucoup plus fort que la haine que ces personnages avides de pouvoir et totalement pathétiques essaient de répandre. Et je considère aussi qu'il est de ma responsabilité comme personne, mais aussi comme artiste, ayant une audience assez large, d'exposer mon point de vue et d'affirmer ma position face à l'injustice et la haine. La principale inspiration de Katharina, c'est la littérature. Michael Ende en particulier. Il m'influence depuis que j'ai appris à lire, spécialement avec Momo, la petite orpheline. Ces livres où il s'agit beaucoup de sentir, d'écouter, d'observer, de ne rien faire et de prendre son temps. Et je pense que c'est quelque chose qui compte beaucoup dans l'art miniature. Là, le temps s'arrête d'une certaine façon. Pour le dire autrement,
on lui attribue une autre valeur. J'arrive incroyablement bien à décrocher quand je travaille, à rentrer dans un état presque méditatif. J'arrive à me concentrer sur ce que je fais et mon cerveau est un peu plus calme que d'habitude. Se concentrer sur ce qui est petit peut ouvrir de grands espaces. Nous vivons dans un monde où la plupart du temps, il faut aller plus vite, faire mieux, être plus efficace. Et quand quelqu'un prend autant de temps à faire quelque chose de si petit avec autant d'implication et d'amour, c'est presque un acte de rébellion contre ce monde agité et trépidant. Katharina Raab doit sans cesse appuyer sur pause. Elle vit avec la dépression depuis 15 ans, ce qui la force très souvent à se retirer du monde. C'est important pour moi d'en parler et d'utiliser cette plateforme pour dire « Attention, ça existe, c'est dans ma vie. » Et ça fait aussi partie de la vie de beaucoup d'autres gens. Mais on y arrive quand même. Je peux vivre ma vie. Parfois c'est dur et parfois c'est presque insupportable. Mais je sais quand même qu'il y a des choses qui font que la vie vaut d'être vécue. Des choses petites et raffinées, comme ce balai à moteur pour la sorcière de la vieille valise. Après tout, elle a bien le droit de vouloir voyager. Je suis en train de travailler sur un ballet de compétition pour cette villa de sorcières, parce que la sorcière qui vit ici a évidemment besoin d'un véhicule ou d'un avion. Je crois que travailler sur ces mondes miniatures est une façon de soulever ce lourd manteau de sérieux et de maturité qui pèse sur toute chose. Et ainsi d'aider à changer de perspective. On regarde les choses d'une autre façon, simplement parce qu'elles sont toutes petites. Et parce qu'on peut mettre énormément de magie dans un petit objet. Ce sont des micro-organismes, par millions, qui sont responsables de la magie de ces œuvres. Les bactéries ont mauvaise réputation, alors qu'elles possèdent des capacités artistiques insoupçonnées. Wolfgang Ganter engage des microbes comme collaborateurs. Eux se gavent du pelliculage des diapositives. Et en retour, il obtient des œuvres d'art, une symbiose créative. Ça pue, c'est terrible. Il faut vivre avec. Après tout, ce sont des êtres vivants. Un zoo aussi, ça pue. Les bactéries, on ne les voit pas. Elles sont partout. Le recrutement est facile et j'ai trouvé ça fascinant. De plus, pour un artiste, ça n'est jamais ennuyeux. Il y a sans arrêt des surprises. À Brandebourg sur la Havel, Wolfgang Ganter a acheté un ancien poste de transformation de l'époque RDA. Il prévoit d'y aménager des ateliers et d'en faire une maison pour lui, sa femme et des millions de bactéries. Pour l'instant, ce n'est encore qu'un vaste chantier. L'idée des images infectées est née il y a plus de 20 ans. Tout a commencé avec des diapositives trouvées dans les encombrants.
Au début, j'ai vidé les réfrigérateurs des colocations de mes copains, où ils croupissaient toujours une quantité infinie de nourriture pourrie. J'ai mélangé tout ça, j'ai mis les diapositives dedans et j'ai observé ce qui se passait. Les bactéries se nourrissaient en créant des couleurs et des formes étranges. Et le résultat, c'est que les images banales du quotidien débordaient de toutes parts. Si par hasard un insecte venait à se cracher dans la soupe bactérienne, il était simplement intégré dans l'image. Ça fonctionne assez bien, sauf que c'est totalement incontrôlable et que c'est en plus assez dangereux. Je me suis infecté 2 ou 3 fois, alors j'ai compris qu'il valait mieux trouver une solution alternative, plus sûre et plus contrôlable. Plutôt que d'attraper des conjonctivites à répétition, ils préfèrent demander conseil à des professionnels et ils récupèrent des bactéries inoffensives auprès d'instituts de recherche réputés. Cette série s'intitule « Works in Progress ». Dans les musées, ils photographient des icônes de l'histoire de l'art et appliquent délibérément ces bactéries sur des diapositives, bien sûr. Plus l'image est sérieuse, plus l'intervention bactérienne est amusante. Sainte Véronique, par exemple. Là où se trouvait le Christ, il y a désormais un trou sombre. Le symbole d'une crise généralisée de la foi ou juste un grand jeu? Le Dürer au chardon devient le Dürer au pustule. Comme toujours, je recherche dans les images que je photographie des espaces vides où il est possible d'ajouter un niveau de lecture supplémentaire. Et c'est le cas dans le Christ bénissant d'Ingres. Les mains qui bénissent sont joliment ouvertes, mais l'arrière-plan et tout le reste sont vides. Et c'était comme une invitation à y déposer des cultures bactériennes, de sorte que le Christ donne l'impression de créer des mondes. Et sur cette image, on voit très bien à quel point le travail des bactéries est varié. En fait, ce n'est pas vraiment du travail. Elles dévorent simplement la gélatine des diapos. Les habitudes alimentaires des bactéries sont très diverses. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que l'on puisse insuffler une nouvelle vie, au sens propre du terme, à des sujets qui me passionnent, comme l'histoire de l'art, et les orienter dans une toute autre direction, avec un niveau de lecture complètement différent. Recherche de motifs au Neues Museum de Berlin, riche en trésors de l'Antiquité, de l'Égypte ancienne, de la préhistoire et de la protohistoire. Le chapeau d'or de Berlin, par exemple. Probablement l'objet de culte d'une religion pré-chrétienne. Regardez comme je suis important. Manifestement, cela grandit la personne qu'il porte de près d'1 mètre. Le chapeau dégage déjà une aura mystique. Il ne manque plus qu'une aura bactérienne. Le masque de cerf de Berlin-Biesdorf. Ces bois travaillés par l'homme sont vieux d'environ 11 000 ans. Graphiquement, c'est intéressant, dans la mesure où je peux travailler avec les bactéries de manière efficace. Ici, la forme du masque est parfaitement nette et définie. Ça s'est imposé comme une évidence. Elles vont consommer de la gélatine pendant quelques heures ou quelques jours et l'œuvre sera achevée. Voici un des bois de cerf du masque. Quand je vois quelque chose comme ça, moi qui viens du monde de la peinture, je trouve ça génial que cela se produise tout seul. Une peinture magnifique qui s'organise d'elle-même. Pour les petites bêtes, ça a dû être un sacré festin. J'ai trouvé intéressant que ce que l'on trouve dans l'infiniment petit se retrouve aussi dans l'infiniment grand. Ces histoires microscopiques ont souvent un aspect cosmique. On retrouve des choses que l'on connaît de Google Earth quand on regarde la Terre depuis l'espace.
Ce décalage entre les dimensions m'a toujours fasciné. Sur le plan artistique, jouer avec les dimensions, cela a toujours inspiré les hommes. Les regards des amoureux du tiroir aux archives sont toujours aussi intenses. Une galerie entière pourrait s'y cacher. De tout petits tableaux, mais de grands sentiments. Quelqu'un aimait particulièrement quelqu'un d'autre et a fait faire son portrait. Ce sont les portraits les plus intimes que nous ayons de nos ancêtres, car ces objets sont toujours nés d'un lien émotionnel entre deux personnes. Ils ont été faits pour être portés. On les serre contre son cœur, on les embrasse et parfois même on les cache. Nous connaissons très bien cet usage, le même que lorsque nous regardons aujourd'hui sur notre portable des personnes qui nous sont chères. Autrefois, il fallait les peindre. C'était le travail des peintres miniaturistes. Il s'est donné pour mission de préserver ces minuscules trésors. Bernd Pape, originaire de Berne, est docteur en histoire de l'art et restaurateur. Il sait tout sur les miniatures, l'artiste qui les a peintes, parfois même, pas toujours, sur la personne qui y est représentée. Mais surtout, il sait comment les réparer lorsqu'elles ont souffert. Même au bout de près de 35 ans de pratique, chaque fois qu'il regarde dans le microscope, il plonge dans un monde disparu depuis longtemps. Et lorsqu'il utilise des outils, c'est avec d'infinies précautions. J'éprouve un profond respect pour ces objets. Les personnages sont tous morts depuis longtemps, ils ont vécu leur vie avec leurs joies, leurs peines, leur destin. Souvent, nous ne savons rien d'eux. La seule chose qui reste, ce sont ces portraits, qui sont très précieux pour moi. Les fissures sont un problème fréquent chez ces petits trésors. Cette pièce du musée historique de Lausanne est peinte sur ivoire, comme beaucoup de celles qui datent du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Pour sauver ce matériau fragile, il faut d'abord le séparer du papier, qui autrefois était destiné à le stabiliser, mais aujourd'hui soumet l'ivoire à une tension excessive, car l'ivoire avec le temps se rétracte et le papier non. En fait, on utilisait des feuilles d'ivoire parce qu'elles étaient très fines, environ un demi-millimètre d'épaisseur. Elles étaient légèrement transparentes et même non peintes, elles avaient un peu l'aspect de la peau humaine. Comme ce sont toujours des portraits, la peau humaine est toujours un élément essentiel. Et ce matériau était donc particulièrement adapté. Mais pour Bernd Pape, le contre-collage fait lui aussi partie de l'œuvre et il doit être préservé autant que possible. Lorsqu'il le sépare délicatement de l'ivoire translucide, il arrive que l'on aperçoive quelques astuces utilisées dans la miniature, comme la feuille d'argent insérée par derrière à la hauteur du visage. Cette feuille d'argent a permis de rendre les zones claires du visage encore plus lumineuses. Et les parties ombrées, celles qui avaient été peintes comme des ombres, ont ainsi gagné en contraste. Le portrait est devenu plus contrasté et plus lumineux, et donc plus efficace. La demande pour les gages d'amour était considérable. La peinture miniature était un métier lucratif. Qu'on soit un gentleman légèrement blasé ou une demoiselle coquette, on aimait offrir son portrait en cadeau, peut-être accompagné d'une mèche de cheveux, tressée avec goût. Mais il y a mieux encore. Il y a aussi des représentations très différentes. On se dit toujours qu'un portrait représente forcément une tête, un visage. Mais il existe des représentations des mains, des bras, des oreilles, ou même uniquement des yeux. Je suis persuadé qu'il existait même des représentations de parties du corps beaucoup plus intimes, mais elles ne nous sont pas parvenues. D'autant qu'on pouvait aussi faire disparaître ces petites attentions galantes en un clin d'œil. D'autres objets étaient carrément faits pour être montrés.
quiconque pouvait présenter ses petits chevaux de quelques millimètres dans une soirée était assuré de retenir l'attention. C'était la fascination de l'impossible. Certains artistes en étaient capables, d'autres non. L'auteur de cette œuvre était un artiste de Lausanne, Pergaud, qui s'était fait une réputation par sa maîtrise de la technique. Il savait comment travailler l'ivoire pour que les pièces ne se brisent pas, mais que tout reste intact jusque dans les moindres raffinements. Mais si par malheur, après plus de 200 ans, une petite jambe venait à se briser, il y a toujours Bernd Pape. La retouche classique fait également partie de ses activités. Grâce à un choix judicieux des liants, celle-ci reste entièrement réversible à tout moment. Pour la restauration, la retenue est le principe fondamental de Bernd Pape. Si un élément important venait à manquer dans le tableau, on ne se contenterait pas de le repeindre. Il faut bien sûr savoir mélanger les couleurs de manière à ce qu'on ne puisse plus voir la différence à la surface de la miniature. Je ne dirais pas que je suis peintre, mais je suis certainement quelqu'un qui peut se projeter dans l'objet qu'il traite. Et s'il y a une chose que les créateurs de ces objets savaient à coup sûr, c'est que l'on ne voit bien qu'avec le cœur. Un portrait réussi était celui où on pouvait croire reconnaître l'âme de l'être aimé. Si les yeux étaient un peu plus ouverts et les lèvres plus pulpeuses, c'était d'autant mieux. Avant la photographie, la comparaison n'avait pas de sens. Que voulait dire une représentation absolument réaliste? La représentation absolument réaliste de la photographie a d'abord fasciné et aussi un peu choqué. Mais finalement, la photographie a supplanté la miniature. Nous n'avons plus de miniatures que nous aurions pu faire peindre de nos êtres chers. Et quand ils ont survécu, Bernd Pape aide à conserver ces tout petits objets magnifiques qu'un jour, il y a bien longtemps, quelqu'un a pu appeler « mon trésor ». De minuscules trésors porteurs d'un message important, on en trouve aussi dans les rues de Bilbao. Je me sers de la ville comme d'une sorte de décor. Ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est qu'on tombe sur les sculptures par hasard, comme un accident. Juste une chose qui arrive lorsqu'on se déplace dans la ville. En fin de compte, c'est une sorte de miroir, à une échelle différente, qui nous interpelle un peu nous-mêmes. Tu es là, à la limite entre quelque chose qui te semble drôle et quelque chose de presque désagréable. À l'origine, il voulait simplement voyager avec son art. Il a créé des sculptures en format de poche sans se douter qu'elles allaient développer une vie propre. Il s'est fait un nom dans le monde entier en tant qu'artiste de rue. Isaac Cordal est un sculpteur originaire de Galice. Je ris avec eux, dans le sens où je recherche ces situations absurdes qui parlent un peu de nous-mêmes. Je vois ça un peu comme la retranca gallega. C'est un type d'humour qui existe en Galice. Un humour ambigu, très ambigu, qui en dit moins, pour essayer de minimiser la pesanteur de l'existence. Sur 100 images que tu fais, il y en a peut-être une qui fonctionne. Le bilan est plutôt tragique. Alors, en créer une qui soit pertinente, je veux dire, je pense que c'est plus complexe. Parce qu'en fin de compte, c'est comme une sorte de nature morte. Tu mets une série d'éléments entre chacun, et selon la façon dont tu les articules, ils peuvent prendre une signification ou une autre. Travailler à cette échelle, cela me permet d'oser essayer et échouer, par exemple. Je veux dire que je peux essayer davantage et expérimenter davantage. Il travaille comme ça depuis une vingtaine d'années. Dans son atelier de Bilbao, il donne vie à ses figurines tragicomiques avant que certaines ne finissent au musée
et d'autres dans la rue, où ces petits bonshommes gris affrontent bien des épreuves. Ils avaient de grands projets en tant que politiciens et dirigeants, mais au lieu de créer un monde nouveau, ils luttent contre le déclin. Les politiciens discutent du changement climatique. C'est le nom de l'installation. Ils ont pourtant de l'eau jusqu'au cou. Ça reflète un peu la réponse tiède que nous apportons à bon nombre des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Surtout en matière de politique et sous le joug du néolibéralisme. La situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Autrefois, il les coulait dans du ciment. Aujourd'hui, il utilise de la résine synthétique car elle sèche plus rapidement et se brise moins facilement. Mais symboliquement, elles se brisent toutes, face à la réalité qu'elles se sont elles-mêmes créées. Isaac Cordal continue pourtant à nommer son art Cement Eclipses, de petites œuvres qui exposent le grand obscurcissement de notre monde. Il reçoit des invitations du monde entier pour des projets de street art et de land art. Son art voyage alors avant lui, emballé dans des caisses. Il laisse volontiers quelques figurines sur place, souvent sans qu'on lui ait demandé, et assez en hauteur pour être à l'abri des voleurs. Pour les installations dans la rue, l'importance que prennent les endroits que je choisis me surprend toujours. Ils changent complètement la donne pour l'œuvre que j'ai réalisée. En ce sens, l'espace urbain joue un rôle plus important que l'œuvre elle-même. Je peux découvrir dans ces scènes fabriquées des choses que je n'avais pas remarquées au départ. Même si je prends une photo, je remarque après coup certains éléments qui étaient là et que je n'avais pas remarqués. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée d'une flaque d'eau qui peut devenir un océan. Une petite plante peut devenir une forêt. À cette échelle, il y a des choses qui surgissent de la ville. En réalité, le modelage, ce serait beaucoup plus facile pour moi de le faire à une autre échelle. Réaliser ces petits détails quand on n'a pas beaucoup de patience, c'est presque une sorte de thérapie, hein. Parce que je ne suis pas vraiment très patient. C'est aussi pour ça que les sculptures n'ont pas une finition très réaliste. C'est fait pour être vu de loin, sur des photos par exemple. Les petits personnages en résine permettent à Isaac Cordal de ne pas désespérer du monde et de l'actualité. Les créer le détend. Et leur mélancolie l'encourage à rester constructif. Je suis assez surpris qu'un simple morceau d'argile permette de réfléchir sur le monde. À travers ces petits personnages modelés, on se pose des questions. En fin de compte, on se pose plus de questions qu'on a de certitudes. C'est donc ça mon travail. C'est une sorte d'outil pour essayer de comprendre le monde. All the small things, true care, truth brings. I'll take one lift, your ride, best trip, always.